La première étape dans la marche vers l'infamie d'Adolf Hitler est un baptême du feu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Dans ce conflit infernal, le pays brûle sous le feu de nouvelles armes qui obligent les troupes à se réfugier sous terre. C'est le seul abri. Dehors, c'est la mort assurée. Cette redoutable forteresse affrontait les armes les plus puissantes au monde. C'est le bruit d'une bombe? Des carrières médiévales ont été recyclées en base top secrète. Adolf Hitler est sur les lignes allemandes. Il ne sait pas qu'une attaque surprise s'organise juste sous son nez. Le monde souterrain est à la fois un abri et une arme. Pas étonnant que le village ait sauté. Nous remontons le temps dans le secret des villes, à la découverte des tranchées d'Hitler. Je m'appelle Don Whiteman et je suis dans les tranchées près d'Ypres en Belgique, en première ligne du front ouest de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, celle qui devait mettre un terme à toutes les autres. Elle aurait été la guerre la plus sanglante au monde. Elle a vu s'effondrer des empires, naître des nations et fait près de 20 millions de morts. Elle aura aussi préparé le terrain au plus méprisé des dictateurs, Adolf Hitler. Pendant des siècles, les puissances européennes se disputent sur la définition des frontières. Mais en 1914, le conflit dégénère en guerre. Alors que les Allemands marchent vers la France, les Alliés tentent de les contenir au point de rencontre, sur le front ouest. Durant 4 ans, la guerre fera rage le long de ces 750 km de tranchées qui s'étendent de la Manche à la Suisse. Mais c'est ici, sur une petite parcelle de terrain près d'Ypres en Belgique, que naissent les 2 pires abominations du XXe siècle. La guerre moderne et la folie d'Adolf Hitler. Son impitoyable ascension au pouvoir commence avec la Première Guerre mondiale, dans la lutte sordide et meurtrière des tranchées d'Ypres. J'y rencontre un expert en champ de bataille, Martin King, qui me fait visiter ces constructions souterraines méconnues, utilisées par les 2 camps pour sortir de l'impasse de la guerre des tranchées. Ici, ce sont les tranchées britanniques? Oui. Il n'y a aucune protection là-dessus? Non, mais à l'époque, il y avait des sacs de sable empilés sur les murs. Dans ces tranchées profondes d'1,50 m, construites à la hâte avec ou sans contrefort, les soldats subissent l'assaut de nouvelles armes effroyables, comme les obus, qui transforment les tranchées en cratères. Les soldats qui s'aventurent au dehors s'exposent à une arme redoutablement efficace, la mitrailleuse. Cette invention américaine peut tirer jusqu'à 30 fois plus de munitions qu'un fusil. À cela s'ajoutent les nuages de gaz toxiques qui peuvent survenir à tout instant. Dans ce paysage cauchemardesque, une seule échappatoire à des kilomètres à la ronde. Un tunnel. Un réseau souterrain. Qu'est-ce que c'est? Ça conduit au No Man's Land. C'est interminable. Le dédale de ce réseau court juste sous le champ de bataille. Des tunnels de ce genre, qui font partie des rares constructions en béton des tranchées alliées, s'étendent sur près de 30 mètres, jusque dans la zone mortelle située entre les 2 camps, appelée No Man's Land. Les tunnels servent à espionner les Allemands, mais aussi de refuge temporaire pour tous ceux qui ont le temps d'y courir lors des tirs de mortier. Imaginez, à 45 mètres, les forces allemandes sont terrées dans leurs tranchées, un peu plus haut. Les alliés qui sont ici, les Britanniques, les Canadiens, doivent tout faire pour tirer avantage de la situation. Ils creusent donc des tunnels de reconnaissance pour franchir les lignes et recueillir toute information utile en écoutant et en observant.
Alors que les Alliés utilisent les tunnels pour espionner et organiser les attaques, les Allemands s'en servent pour épuiser l'ennemi et le saigner à blanc. Leur stratégie repose également sur les souterrains. Martin King me fait découvrir le réseau utilisé pour protéger les soldats allemands et qui a peut-être sauvé la vie du jeune Adolf Hitler. C'est là qu'Hitler s'est battu durant la guerre? Oui, en 14-18. Il s'était enrôlé dans le régiment bavarois quelques mois plus tôt. Donc il a couru dans ces tranchées? Oui. Incroyable. Quelle était sa fonction? Justement ça, de courir dans les tranchées. Il était coureur, c'était un messager. Ah, je vois. Donc il transmettait les ordres des premières lignes aux suivantes et inversement. Exactement, c'est ce qu'il faisait. C'est au milieu de ce chaos indescriptible que le jeune Hitler trouve sa voie. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Il avait échoué dans toutes ses entreprises précédentes, il n'était pas particulièrement doué pour quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'arrive le mois d'août 1914, avec le plan Van Schlieffen et son enrôlement dans l'armée. Il se forge une identité. Oui, il trouve sa voie. Dans ces tranchées. Ici même. Donc ces hommes ont passé des années à 100 mètres les uns des autres, à se bombarder mutuellement. Tous ces arbres sont soufflés. Il y a des tonnes de boue qui retombent sous l'effet des bombes. Il y a quelques photos célèbres d'Allemands dans ces tranchées avec des rats gigantesques. Non. À cause des cadavres qui s'entassent? Oui, l'odeur était absolument épouvantable. Pour les Alliés comme pour les Allemands, la vie quotidienne dans les tranchées est synonyme de crasse et de misère. Mais les Allemands détiennent un avantage crucial. Les bunkers souterrains, ancêtres des célèbres bunkers nazis de la Seconde Guerre mondiale, qui pouvaient résister à l'explosion d'une bombe d'une tonne. Voici un bunker allemand de première ligne classique, en béton armé. Regardez, on voit le métal à l'intérieur. Celui-ci a résisté au bombardement. C'est très solide, on y est complètement en sécurité. Il n'était pas plus haut de plafond, à l'origine? Non, c'est sa taille réelle. Il a supporté des barrages d'artillerie qui pouvaient durer jusqu'à plusieurs jours parfois. C'est un abri construit spécialement contre les bombardements. Oui, c'était destiné à ça. Combien d'hommes pouvaient tenir là-dedans? Entre 47 et 50. 47 hommes dans un espace aussi réduit? Tout à fait. Incroyable. C'est le seul endroit sécurisé des tranchées. Dehors, c'est la mort assurée. Ici, on est protégé par plusieurs mètres de béton armé au-dessus de nos têtes. C'est dans ces espaces exigus qu'Adolf Hitler captive son auditoire par sa propagande enflammée. Il faut l'imaginer entrer dans ce bunker, ou plutôt y ramper, trouver plus de 40 gars et leur dire « Écoutez, je reviens de Berlin ». C'est là qu'il a harangué ses camarades et commencé son sermon. Et leur parler de politique, essentiellement. L'unique compagnon et ami d'Hitler durant la guerre est un chien qui tient les rats à distance. À partir de ce moment, il ne vivra plus jamais sans chien. Son berger allemand adoré, Blondie, sera avec lui dans le bunker de Berlin lors de son suicide, 30 ans plus tard. Bien qu'on ait estimé les pertes aux 2/3 des hommes de son unité durant les premières semaines de guerre, Hitler réchappe miraculeusement des 4 années qu'il passe sur le front ouest. Il pensait qu'il avait réellement une vocation, un rôle à jouer, une place dans l'ordre du monde. Et il croyait profondément au destin et à la foi. 4 années dans les tranchées, à échapper à l'horreur des machines de destruction modernes, pousse Hitler à éprouver une folle et inextinguible haine pour ses ennemis. Tandis que les 2 puissantes armées, réfugiées dans leurs souterrains, cherchent une issue à l'impasse la plus sanglante de l'histoire. Je suis au nord-est de la France, à environ 2h30 de Paris, à près de 300 km des tranchées de Binwald, dans un lieu nommé Vauquois.
Il y a plus de 90 ans, vous m'auriez vu marcher dans les rues d'un petit village de 174 habitants. Aujourd'hui, Vauquois est connu comme un village disparu, car il n'en reste rien, hormis une série complexe de tunnels souterrains. Ce ne sont ni des égouts, ni des catacombes, mais un labyrinthe de plus de 16 km, construit dans un seul but, déposer des mines qui feront exploser le village, le rayant de la carte, à jamais. Vauquois est un petit village situé à 200 km à l'est de Paris. En septembre 1914, il est envahi par les Allemands. 4 ans plus tard, il disparaît, entièrement rasé par une innovation militaire barbare, les mines antipersonnelles. La bataille souterraine pour Vauquois débute lorsque les Allemands creusent un bunker dans la colline pour se protéger de l'artillerie française. Ces petits refuges, entièrement creusés à la main, deviennent vite une véritable métropole souterraine, abritant 200 soldats allemands. Je rencontre ici un expert militaire, Demi Edra. Bonjour. Enchanté. Il va me guider dans les tunnels miniers désaffectés de Vauquois. Nous sommes sur le champ de bataille. Absolument. Ces ondulations de terrain signalent les bombardements. Oui, il y avait ici un village de 174 personnes. Alors comme ça, les Allemands et les Français ont creusé la colline en dessous. Oui, les habitants ont dû évacuer le village en 1914. Quand ils sont revenus en 18, il n'en restait rien. Tout avait disparu. La version antérieure des mines qui ont détruit ce village a été utilisée durant la guerre de sécession. Il s'agissait de charges explosives équipées de détonateurs. Mais les Américains n'avaient pas imaginé que ces engins primitifs pourraient devenir les armes puissantes utilisées à Vauquois. Des bombes créant un cratère de la taille d'un avion gros porteur. Après 3 ans de guerre, l'horreur devient insoutenable et les soldats des deux bords s'entraident pour survivre. C'est l'entrée? Oui, et c'est très dangereux. Il nous faudra porter des casques. Très bien. Après vous. Allons-y. C'est ici qu'il vivait? Ça a été restauré ou c'était comme ça? On a tout trouvé en l'état. On n'a touché à rien. Où sommes-nous? Dans la cantine, les soldats venaient ici acheter des cartes postales, du chocolat. Aïe! Je suis étonné de cette sensation de pérennité. Oui. Les casernements sont protégés par 10 mètres de terre. Mais pour se battre, les Allemands doivent quitter leur sanctuaire en empruntant ces escaliers. En quelques secondes, ils étaient dans les tranchées, reposés et prêts à se battre. Jusqu'où ça va? Ça débouche directement dans la première tranchée. À cela s'ajoute un avantage tactique. Les Allemands utilisent la dernière technologie, les mines antipersonnelles, qu'ils manipulent en restant en sécurité sous terre. Ça descend profond? 50 mètres environ. 50 mètres de profondeur? On est au niveau 2. On descend au niveau 3. Suivez-moi, il n'y a pas de difficulté. La pente est raide. Très. Les premiers et deuxièmes niveaux du complexe de Vauquois abritent des casernements, des cuisines, un hôpital et des groupes électrogènes. Au troisième niveau, à moins 50 mètres de profondeur, de longs tunnels étroits rejoignent le côté français de la colline, dans le but de faire exploser d'énormes mines sous les pieds des Alliés, qui de leur côté creusent des contre-mines. Les Français savaient qu'ils ne pouvaient pas attaquer les tranchées par la surface. Ils devaient donc passer par en dessous. Dès le début de la guerre, les deux camps se sont mis à creuser des tunnels. Tous les jours, pendant 3 ans. Chaque camp creuse de plus en plus profondément, résolu à faire exploser la partie ennemie de la colline.
Les charges explosives sont chaque fois plus grosses et peuvent aller jusqu'à 60 tonnes. On a plus de 50 mètres de terre au-dessus de la tête. Et vous dites qu'une bombe enfouie ici peut faire sauter tout ça? Bien sûr. Il arrivait souvent qu'on fasse exploser ces mines géantes? 520 mines ont sauté en 3 ans. Ah, mon Dieu. Pratiquement une par jour. Pas étonnant que le village entier ait disparu. Alors que le conflit s'envenime, chaque camp espère prendre l'avantage sur l'autre. Ils utilisaient des stéthoscopes comme celui-ci pour espionner les Allemands, qui faisaient de même, bien sûr. Ils étaient tous dans le noir, en silence. Et grâce à cela, ils écoutaient l'ennemi. Où sont-ils? Plus haut, plus bas? Ils pouvaient déterminer leur position par triangulation. Une fois que chaque camp sait où creuse l'autre, ils tentent de freiner leur progression à l'aide d'un peu de TNT. Ils faisaient exploser une mine pour faire s'effondrer le tunnel ennemi. On était dans la même impasse que sur le front ouest. Sauf qu'au lieu d'être dans les tranchées, cette guerre-là se déroulait sous terre. Oui. Mais vers 1917, une alliance secrète se noue entre les poseurs de mines des deux camps. 3 ans de guerre, c'était terrible pour les Français comme pour les Allemands. Parfois, ils écoutaient ce qui se passait chez l'ennemi et criaient « Arrêtez de creuser, n'avancez pas trop vite !» et ils posaient les pioches. Ils comprenaient la futilité de cette bataille. Ils disaient « Si une mine doit exploser, elle sautera à 19 heures. Pas avant, pas après. » Ils prévenaient donc l'autre camp qu'ils allaient faire sauter une mine. Oui. Ce genre d'entente entre soldats ennemis révolte les jusqu'au-boutistes comme Hitler. Il a été témoin de la remarquable trêve de Noël de 1914. 24 heures durant lesquelles les hommes enroulés de chaque côté du front ouest ont déposé les armes pour échanger des cadeaux et même jouer au football. Hitler a refusé d'y participer. Il écrira plus tard qu'il ne devrait jamais y avoir d'affinité entre ennemis. Mais finalement, même Hitler doit admettre que la bataille de Vauquois n'a aucun sens. Au printemps 1918, près de 15 000 hommes ont péri, sur et sous la colline, sans départager les ennemis. Alors que les troupes américaines avancent sur Vauquois, les Allemands se retirent, laissant derrière eux des mines qui n'ont pas explosé. Regardez. Il y a encore des tonnes de dynamite sous l'eau. Je veux voir de mes propres yeux ce qu'il reste de ces armes si redoutables, que même des ennemis s'entraident pour s'en protéger. 3 énormes mines sont restées intactes dans ces tunnels. Avec le temps, la nappe phréatique est montée et les a engloutis. Je ne descends pas plus. Je pourrais marcher sur une munition vieille de 90 ans et je ne veux pas tenter le diable. Les soldats étaient donc là, en train de discuter. Pour Adolf Hitler, c'est la pire des trahisons. De voir Allemands et Français fraterniser dans ces tunnels. Il a vu la supériorité allemande céder à la pression. Et pour lui, l'Allemagne ne pouvait pas capituler. C'est un ressentiment qu'il traînera toute sa vie. Et c'est essentiellement de là qu'est née la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été un affrontement barbare, incessant, sans réelle avancée pour aucun des deux camps. La terre est gorgée de sang, et lorsque les Allemands décident d'établir le plus gros de leurs forces ici, au nord-est de la France, la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale débute. L'une des pires de l'histoire de l'homme, la bataille de Verdun. Le fort de Douaumont est une cible de choix. Il est réputé pour être la plus grande forteresse d'Europe, la fierté de l'armée française, et il est presque entièrement souterrain. À 260 km de Paris, Verdun est une ville clé du front ouest. Pour les Allemands, elle constitue le dernier obstacle avant la capitale. Pour les Français, c'est le dernier rempart contre l'ennemi. 400 000 hommes vont y mourir.
Adolf Hitler y sera blessé lors d'une manœuvre de diversion sur la Somme. Persuadé que ses camarades et lui ont été trahis par des dirigeants corrompus et incompétents, il se jure d'apporter un nouvel ordre à l'Allemagne comme au monde. Ces batailles féroces, socle de la haine grandissante d'Hitler, se concentrent sur ce bastion imprenable qu'est le fort de Douaumont, et qui verra se déchaîner les armes les plus destructrices. Je vais rencontrer un expert, Julien Coquet, qui va me faire visiter les entrailles du fort, où des centaines, des milliers d'hommes ont trouvé refuge durant ces terribles affrontements. C'est l'entrée? Oui. C'est très imposant. Après vous. Ce fort est très vaste. Il y a à peu près 3 km de tunnel. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Une tourelle d'artillerie. Cet énorme canon de 155 mm, ainsi que deux plus petits de 75 mm et 3 mitrailleuses, protègent le fort. Avec ses 3 km de galeries souterraines, la forteresse est réputée inexpugnable en raison de sa construction révolutionnaire. Des murs en maçonnerie d'1 mètre d'épaisseur, recouverts d'1 mètre de sable. Eux-mêmes couverts de 2,50 m de béton, enterrés sous 3 mètres de terre. Le résultat est une carapace dense et compacte de plus de 7 mètres d'épaisseur, surmontée d'énormes canons. Une sorte de Fort Knox, la puissance de tir en plus. Regardez cet engin. Il y a des chauves-souris. Là-haut? Ah oui. Regardez cette énorme pièce d'artillerie. Là, le canon est tourné vers l'ennemi. On est à l'arrière, oui. Avec une portée de 7 km, ce canon peut tirer 3 obus de 43 kg par minute. Les soldats d'infanterie n'ont encore jamais fait l'expérience d'une telle puissance destructrice. Regardez la taille de ce canon. C'est un 155 mm qui était fixé sur cette installation. C'est la particularité de ce fort. Et c'est pour ça que les Allemands s'y intéressaient tant. Mais en 1916, les Allemands prennent Verdun d'assaut à l'aide de machines de guerre plus redoutables encore que celles de Douaumont. Les lance-flammes sont employées à grande échelle pour la première fois. Ce monstre portatif crache le feu jusqu'à 80 mètres. Ses victimes sont brûlées vives. Pire encore, ce canon de 420 mm surnommé la Grosse Bertha. D'une portée de 14 km, il a déjà démoli 3 villes fortifiées alliées. Douaumont étant sa prochaine cible, les Français décident de sacrifier le fort. La colossale citadelle tombe aux mains de l'ennemi sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les Allemands ont pris le fort en février 1916. Ils récupèrent ce canon et l'utilisent? Non, car il semblerait que les Français l'ont saboté avant de l'abandonner. Même s'ils ne peuvent se servir du canon, les Allemands occupent utilement le fort. Regardez ça. Il hébergera 3000 soldats, un hôpital militaire et un gigantesque stock de munitions. Regardez la taille de ces lits. Ils étaient faits pour 2 hommes par niveau. 4 hommes pouvaient y dormir. On se sent bien protégé à l'intérieur du fort. Les soldats l'appelaient Oncle Douaumont. Parce qu'au lieu d'être dans les tranchées, ils savaient qu'ils étaient en sécurité dans ce refuge. Et tant mieux pour eux. Déterminés à reprendre leur fort et à restaurer la fierté nationale, les Français attaquent à l'artillerie lourde lors d'assauts sanglants, mais sans résultat. Combien de morts? En tout, environ 300 000 soldats français et allemands. En juin 1916, les Alliés lancent une offensive de diversion près de la Somme, où le simple soldat Adolf Hitler est sérieusement blessé et renvoyé en Allemagne pour y être soigné. Cette bataille, surnommée la Grande Boucherie, va s'éterniser encore 6 mois.
Combien de bombes tombaient chaque jour? Environ 2000. 2000? Ça veut dire un tir incessant à chaque minute? Parfois, jusqu'à 10 000 bombes explosaient sur le fort. Durant ces 300 jours, à quoi ressemblait la vie ici? Les obus qui touchaient le fort faisaient trembler les murs. Des morceaux de pierre tombaient sur les soldats. C'était un feu nourri. Un bombardement permanent par les Français. Une bombe explosait toutes les 30 secondes. Ah, mon Dieu. Durant les 10 premiers mois de la bataille, les Français tirent plus de 60 millions d'obus. C'est le bruit d'une bombe? Un obus de calibre moyen explosant sur le fort. Ouah, c'est puissant. Et ça continue de vibrer. Imaginez 2000 à 10 000 obus par jour. Certains des soldats qui vivaient ici en devenaient fous. Ah ouais. Ils se suicidaient. Ils ne supportaient plus ce vacarme, cette horreur autour d'eux. C'est le fameux choc des tranchées. Oui, on l'a étudié pour la première fois après 14-18. À l'époque, personne ne connaît cette maladie, et elle est mal comprise. Les symptômes vont de l'insomnie à l'angoisse, et à la dépression nerveuse, ou à de grotesques tics du visage. Beaucoup se moquent des victimes de ce choc traumatique, et les accusent de faiblesse ou de lâcheté. Alors que les hommes tentent de survivre, le fort montre lui aussi des signes de faiblesse. Nous sommes à 13 mètres sous terre. C'est le premier niveau sous le fort. Et regardez, toutes ces stalactites sont formées par l'eau, qui s'infiltre dans les fissures créées par les milliers de bombes qui pleuvaient chaque jour ici, pendant la bataille de Verdun. Après 2 mois de bombardement, les occupants allemands subissent une explosion dévastatrice. Un feu de cuisine aurait été allumé trop près des canons de la tourelle, provoquant une terrible explosion et tuant 800 hommes. Je vais vous montrer quelque chose. Dans cette bouche d'aération, il semblerait qu'il y ait un casque allemand. Ah oui? Comment est-il arrivé là? On suppose que c'est l'explosion. La tête et le casque du soldat ont été projetés là-dedans. Il y a un crâne dedans? On le pense. Ah, quelle horreur! Enfin, après 8 mois de carnage, les Français déchaînent la puissance d'une nouvelle arme sur le fort. Un canon de 400 mm qui propulse des obus d'1 tonne à la vitesse de 1450 km/h. Ils reviennent avec cet obusier de 400 mm. C'était le plus gros calibre de l'armée française. Et là, les Allemands comprennent qu'ils ne peuvent plus défendre le fort. Non, car les obus risquaient de toucher le dépôt de munitions situé à l'intérieur. Les Allemands doivent l'évacuer. C'est une victoire majeure pour les Français. Une renaissance. Pour l'armée et la population française. Qui les porte jusqu'à la fin de la guerre, j'imagine. Et tout a commencé ici, au fort de Douaumont. Exactement. Début 1917, la Grande Guerre fait rage depuis 2 ans et demi déjà. Les Alliés pansent leur plaie. Les batailles de la Somme et de Verdun ont été un bain de sang. Elles ont décimé les rangs et miné le moral des troupes. Les Alliés mettent au point un plan pour mettre fin à la guerre. Une intervention éclair sur le front allemand. Les stratèges cherchent une faille susceptible de déstabiliser les Allemands avant qu'ils ne lancent une autre offensive. Ils organisent une attaque surprise depuis le sous-sol. Après 2 ans d'une guerre de position meurtrière, les forces françaises rassemblent secrètement leurs troupes dans la région champenoise, à l'extrémité sud de la ligne de défense allemande de 95 km, la ligne Hindenburg. À l'extrémité nord, le caporal Adolf Hitler, posté comme messager, ignore tout de la gigantesque offensive de diversion britannique qui creuse le sol sous ses pieds. Les Britanniques choisissent de lancer leur assaut depuis la ville médiévale d'Arras, qui recèle un ancien souterrain secret.
Je me dirige vers le plus grand réseau souterrain jamais construit par l'armée britannique. C'est grâce à cela que les Alliés ont pu regagner plus de territoire en un jour qu'ils ne l'ont fait en 3 ans. Il semblerait que la ville entière repose sur un entrelac d'anciennes galeries souterraines que les Britanniques ont utilisées à des fins militaires. L'archéologue de la ville va me faire découvrir tout ça. Alain? C'est moi, enchanté. Alain, Jacques et ses collègues cherchaient une carrière de craie lorsqu'ils ont découvert un réseau de grottes médiévales qui a joué un rôle secret vital à une époque plus récente. C'est l'une des places principales d'Arras. Oui. Et il y a un réseau de tunnels secrets sous toute la ville. Un réseau immense. Je vous montre. Par là? Oui. D'accord. Depuis la rue, on entre dans un restaurant et on descend au sous-sol. À la cave. Qu'est-ce que c'est que ça? On a descendu un étage et il y a un autre étage en dessous. À quelle profondeur sommes-nous? 12 mètres. 12 mètres? C'est incroyable. C'est l'entrée du réseau de galeries. Depuis cette cave, cette mine, il est possible d'atteindre la première ligne allemande à 3 km à l'est de la ville. Nous sommes descendus de 4 niveaux. Du sous-sol d'un restaurant moderne, on passe dans une cave médiévale. Et nous sommes maintenant dans une ancienne carrière de craie du XVe siècle. Durant la Première Guerre, lorsque les Alliés découvrent ces galeries, ils échafaudent un plan ingénieux. En creusant des tunnels depuis les carrières, ils pourront envoyer discrètement une armée entière directement sur la ligne allemande, en évitant de traverser l'enfer du No Man's Land. Ce n'est pas ouvert au public? Non, c'est très dangereux, mais je vais vous montrer. Il y a des éboulements? Oui. Tout a été creusé à la main? Oui. Regardez ça. C'est incroyable. À quelle profondeur sommes-nous? 20 mètres. Pour transformer ces anciennes carrières en un réseau de tunnels sans que le tout s'effondre, les Britanniques se tournent vers des spécialistes. Beaucoup viennent des tribus maoris de Nouvelle-Zélande, la région la plus éloignée de l'Empire britannique. Alors ça, C'est l'entrée. entrée de Blenheim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ville de Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais ont nommé les lieux de façon à pouvoir circuler d'une grotte à l'autre. C'est astucieux. En 6 mois, les mineurs construisent un réseau de galeries de 20 km qui traverse le No Man's Land et débouche à portée de tir des premières lignes ennemies. Alors qu'Hitler harangue ses camarades officiers sur la stratégie politique et militaire, des milliers de soldats alliés se tiennent en embuscade, prêts à lancer une contre-attaque surprise depuis les tunnels. Ils aboutissent à 10 mètres des premières lignes. Ils voulaient surgir brusquement face à l'ennemi. Ils sont parvenus à mener cette opération sans que les Allemands la prennent? Absolument. Sous le couvert de la nuit, les Britanniques rassemblent leurs troupes dans les carrières de craie. Pendant les 8 jours qui précèdent la bataille, 24 000 soldats alliés se cachent là. Dans ces grottes qui servent de baraquements militaires parfaitement fonctionnels, des hommes laissent leurs traces. Regardez, Une croix. ils ont gravé des croix ici. Un visage de femme. Et Charlie Chaplin est dessiné là. Ils avaient tout sur place. Casernement, centre médical, un réseau d'eau courante évidemment, dans ces canalisations. En avril 1917, j'aurais pu prendre une douche ici. Après tous ces mois de préparation à creuser, à entasser les hommes dans ces galeries, le jour de l'attaque arrive enfin. 24 000 soldats doivent sortir par vagues de ces souterrains. Comment font-ils?
Ils sont passés par ici. C'est l'escalier de sortie? Ça débouche sur l'enfer. Oh, c'est pas vrai. Regardez ces escaliers. Incroyable. Imaginez, il y a des centaines de marches. Et sur chacune se tient un soldat britannique, attendant de livrer l'assaut. Tous ces hommes sont alignés, avec leur lourd pactage, leurs fusils, leurs casques, leurs munitions, leurs espoirs et leurs prières. Ils ne savent pas ce qui les attend dehors. Si les Allemands sont prêts à leur tirer dessus ou non. Le plus incroyable, c'est qu'Adolf Hitler lui-même est sur les lignes allemandes. Il est stationné pas loin d'ici. Il est bien loin de se douter de l'attaque surprise qui se déroule sous son nez, de tous ces soldats britanniques qui commencent à charger par cet escalier, l'un derrière l'autre. Go, 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 go! Quelle scène incroyable! Ces soldats vont se jeter dans les tranchées. Et regardez ce qu'ils trouvent ici. Une porte en acier. Boum. Une autre porte en acier. Et là, la porte de l'enfer. L'accès aux tranchées. Cette sortie, aujourd'hui condamnée, s'ouvrait sur les tranchées, en plein No Man's Land, directement en enfer. En quelques jours, les forces alliées pénètrent de plus de 11 km en territoire allemand. C'est une brillante victoire tactique. Mais comme de nombreuses victoires durant cette guerre, elle est de courte durée. La ligne Hindenburg résiste. Les Allemands continuent de se battre et la guerre s'éternise. Après tout ce sang versé, ces préparatifs, ces galeries, le résultat paraît bien futile. Les Allemands regagnent du terrain, comme tout au long de cette première guerre. Tout ce travail n'aura finalement servi à rien. En plus des 8,5 millions d'hommes qui ont péri sur le champ de bataille, 21 autres millions ont été blessés. Ceux qui ont survécu aux horreurs de la guerre en resteront traumatisés à jamais. Hitler, âgé de 29 ans, garde un goût amer de l'atroce expérience des batailles. La colère et la rancœur profonde qu'il nourrit envers ses ennemis le conduiront à devenir le pire dictateur du XXe siècle. Je me dirige vers la crypte d'une église médiévale, aménagée en poste de premier secours allemand au début de la guerre, alors que les pertes humaines dépassaient l'entendement. Tandis que les morts s'entassent, les blessés sont soignés et renvoyés au front. Parmi eux, un soldat épouvanté qui bouillonne de haine pour l'ennemi. À 10 km au sud d'Ypres se trouve la ville de Messine, en Belgique. Aujourd'hui, elle compte moins d'1 millier d'habitants. Mais elle a vu mourir plus de 10 000 hommes durant une seule offensive de la Première Guerre mondiale. Au final, la bataille d'Ypres aura duré le temps de la Grande Guerre et causé la perte de plus de 850 000 hommes. Je rencontre un archéologue des champs de bataille, Frankie Boston, devant l'église Saint-Nicolas. C'est une église médiévale, dont la crypte est devenue une infirmerie dès le début de la guerre. C'était autrefois une abbaye complètement détruite durant la Première Guerre et entièrement reconstruite. Hitler était ici. Oui, dès le début de la guerre en 1914-1915. Il en reste une trace, pas dans l'église elle-même, mais dessous. Voici la crypte de l'ancienne abbaye. En 1914, les Allemands ont occupé les lieux comme poste de commande et infirmerie. À cette époque, on était loin du front. Les premières lignes étaient dans cette direction, à 8 ou 900 mètres. Les blessés étaient évacués ici pour recevoir les premiers soins.
En octobre 1914, l'Allemagne envoie le 16e régiment d'infanterie bavarois, composé de réservistes tels qu'Hitler, en direction d'Ypres, en espérant que les renforts sur le front ouest feront plier les Alliés. Des deux côtés, on pense que la guerre sera finie avant Noël. Mais les forces françaises et britanniques tiennent bon. Les deux camps se préparent alors à endurer une guerre des nerfs, longue et sanglante. Comment ont-ils pu se tromper à ce point sur l'envergure de cette guerre? Chacun croit qu'il est assez puissant pour défaire l'ennemi. Et quand on pense aux guerres napoléoniennes du 19e siècle, c'était une question d'heures. Les campagnes duraient quelques semaines. Ils s'attendaient à faire la guerre comme à cette époque. Mais le siège durera 4 ans et verra naître des armes plus puissantes et plus mortelles que jamais. Les mitrailleuses qui déchiquettent, le gaz moutarde qui brûle la peau et les lance-flammes. Alors que les victimes s'accumulent, les Alliés comme les Allemands utilisent tous les refuges souterrains qu'ils trouvent, sous-sol ou cryptes, et les aménagent en infirmeries improvisées. La crypte a plus ou moins résisté jusqu'à la fin de la guerre. L'église a été rasée, mais la crypte a tenu. Elle était protégée par l'effondrement des murs au-dessus et fournissait un abri très sûr. Et c'est devenu un bunker. Exactement. En 1915, alors qu'Hitler est blessé dans la sanglante bataille de Messine, cette crypte, devenue poste de soins, est le seul lieu sûr des environs. En novembre 1915, il est touché au bras. C'est une blessure légère, mais qui nécessite des soins. Et l'on pense qu'il est venu ici même. Pour se faire soigner. On pense que c'était ici. C'était un acte d'héroïsme de sa part? Oui, car les Français avaient ouvert le feu. Et il a protégé de son corps un officier, son supérieur. Il l'a sauvé et a été blessé au bras. Il a été décoré de la Croix de fer de seconde classe. L'équivalent de notre Purple